Bienvenue dans Ma misère est si belle. Ce podcast, c'est un espace de partage. Parce que parfois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, on trouve un écho à la sienne. Dans un monde où on se croise, sans toujours se comprendre, j'ai décidé de raconter un bout de mon histoire. Et peut-être aussi un peu de la tienne. La semaine dernière, on a parlé d'identité, de cette pression à savoir qui on est, à entrer dans une case. Mais il y a une autre case qu'on nous propose très tôt, une case affective, être en couple. Et si, sans le dire clairement, le couple n'était pas seulement une histoire d'amour, mais un badge social, une preuve qu'on a réussi sa vie. La Saint-Valentin vient juste de passer. On a parlé d'amour, ou plutôt d'un certain type d'amour, celui du couple, celui qu'on montre, qu'on met en scène. Et je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que l'amour romantique c'est devenu un signe de réussite? Pourquoi est-ce que le couple s'est vu comme le but ultime d'une vie affective? Pas comme une possibilité ni un choix parmi d'autres, mais comme une sorte d'objectif à atteindre. Aujourd'hui, le couple c'est un peu le centre de tout. On organise des mariages avec plus d'une centaine d'invités. On échange des vœux devant tout le monde, on paie une fortune pour officialiser cet amour, mais on pense pas forcément à louer une salle pour célébrer une amitié de 20 ans. On fait pas venir 100 personnes pour remercier sa mère d'avoir été là toute notre vie. Et pourtant, c'est aussi des amours essentiels. Ça montre bien qu'on a décidé qu'un type d'amour valait plus que les autres. Je parle ici du mariage parce que c'est la forme officielle du couple. Mais ce que je questionne, ça dépasse la cérémonie. Même sans alliance, même sans contrat, être en couple, ça reste aujourd'hui une validation sociale hyper forte. On parle aujourd'hui du couple comme d'un choix amoureux. Mais historiquement, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Pendant des siècles, et encore aujourd'hui dans certains contextes, le couple et par extension le mariage, c'était pas une histoire d'amour. C'était une organisation sociale, un accord entre familles, un moyen d'assurer une stabilité économique, religieuse ou symbolique. On ne demandait pas est-ce que vous êtes amoureux. On demandait est-ce que cette union est cohérente, respectable, avantageuse. Dans beaucoup de cultures, le couple il existait socialement que par le mariage. L'amour seul n'était pas forcément envisageable. Et ce cadre, il n'était pas neutre, parce que pendant longtemps, les rôles étaient tracés à l'avance. L'homme travaillait, décidait, représentait la famille à l'extérieur, et la femme tenait la maison, élevait les enfants, gérait le quotidien et l'émotionnel. C'était pas présenté comme injuste, c'était présenté comme normal. Et le couple, c'était pas un espace d'épanouissement. C'était une structure, une fonction sociale, presque un devoir. On se demandait pas si on était heureux, on faisait ce qu'il fallait faire. Et dans ce modèle-là, l'amour, c'était pas central. La stabilité, ça l'était. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Les femmes travaillent, sont indépendantes. On parle d'égalité, de féminisme, de liberté de choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée du couple, elle n'a pas disparu. Le cadre a évolué, les rôles ont bougé, mais la norme, elle reste forte. On attend toujours qu'à un moment, tu sois en couple, que tu construises, que tu t'installes. Comme si, malgré toutes les évolutions sociales, le couple, ça restait la forme légitime de la vie adulte. Et quand cette norme, elle est très ancrée, en sortir, ça devient difficile. Moi, je suis issue d'un mariage arrangé. Et parce que l'idée du couple était sacrée, parce que le divorce était mal vu, parce qu'on ne quitte pas son mari, ma mère a mis 15 ans à s'extirper d'une situation de survie. 15 ans. Pas parce qu'elle voyait pas le problème, mais parce que sortir du couple, c'est parfois sortir de la norme. Et ça, socialement, ça coûte cher. Et c'est pas une histoire personnelle. C'est ce que produit une société où le couple reste l'horizon par défaut. Alors, bien qu'aujourd'hui on parle davantage d'amour qu'avant, dans beaucoup de cultures et de religions, le mariage, ça reste un passage important, presque sacré. Mais au-delà du mariage, la vraie question, elle est ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on considère encore que le couple est indispensable? Pourquoi est-ce qu'on a fait de la relation amoureuse un objectif presque universel? On a carrément créé des applications de rencontres, des algorithmes pour nous matcher, des stratégies pour pas finir seul, comme si trouver quelqu'un c'était une mission, comme si vraiment le célibat c'était un problème à corriger. Et là, on n'est plus dans la question du mariage, on est dans la question du couple, comme norme. À tel point que ne pas être en couple, ça inquiète. On te demande pourquoi, comme s'il fallait une explication. Comme si être célibataire, c'était vraiment un problème à résoudre. On nous dit que l'humain est pas fait pour être seul, qu'il est fait pour fonder une famille, pour transmettre, pour vivre à deux. Et dans l'idée, je comprends, oui. Créer du lien, c'est humain. Mais est-ce que tout le monde est fait pour être parent? Est-ce que tout le monde est fait pour vivre en couple?
Est-ce que la solitude est forcément un échec? Ou est-ce que c'est simplement une autre manière d'exister? Moi, je suis en couple aujourd'hui. Et parfois, j'ai l'impression d'avoir rempli une mission sociale. Comme si, jusque-là, il y avait un point d'interrogation au-dessus de ma tête. Et qui venait enfin de disparaître. Ça y est, elle est posée. Au moins, elle n'est pas seule. Comme si être aimée par quelqu'un, ça validait définitivement ma valeur. Mais être en couple, c'est ni un diplôme ni une médaille. Et je pense aussi que c'est pas forcément adapté à tout le monde. Parce que ça demande énormément. De l'empathie, de la patience, de la remise en question, des concessions. C'est pas simple, c'est pas naturel. C'est hyper exigeant. Et à trop vouloir être en couple, certains se perdent. Acceptent des choses inacceptables de la part de l'autre, préfèrent vivre malheureux accompagnés que bien seuls. D'autres s'isolent complètement, voient moins leurs amis, s'éloignent de leur famille, réorganisent leur vie autour d'une seule relation. Et parfois, sans s'en rendre compte, on réduit son monde à une seule personne. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un problème de présenter le couple comme la seule forme d'accomplissement possible. C'est un problème de penser qu'il faut forcément être à deux pour être complet. D'autant plus qu'il existe d'autres formes d'amour qui nous accompagnent au quotidien. L'amitié, les liens familiaux, les liens choisis, les amours qui sont pas romantiques mais essentiels. Il y a aussi cet amour plus large, celui du respect, de la solidarité, de la bienveillance envers des personnes qu'on croisera peut-être qu'une seule fois dans notre vie. Aimer, c'est pas seulement former un couple, c'est tenir la porte, c'est écouter, c'est soutenir, c'est rester. Et pourtant, on met presque jamais ces formes d'amour en scène. Et ce que je trouve étrange, c'est qu'on célèbre publiquement un amour qui est, par définition, intime. On prononce des vœux devant des témoins, on met en scène la promesse, on fait de l'amour romantique un spectacle collectif. Mais les amours fraternels, amicaux, familiaux, souvent ils restent silencieux. Alors pourquoi est-ce que l'amour du couple, est-ce qu'il doit être public? Et les autres amours, eux, ils sont plutôt discrets. Quoi qu'il arrive, l'amour c'est pas une ligne droite, c'est un réseau. Un ensemble de liens, de loyauté, de présence. Réussir sa vie affective, c'est peut-être pas trouver la bonne personne. C'est être entouré de plusieurs formes d'amour. Plusieurs appuis, plusieurs liens forts. Peut-être que le vrai mythe moderne, c'est pas le couple. C'est l'idée que l'amour romantique serait la preuve qu'on a réussi. Comme si être choisi par quelqu'un, ça valait plus qu'être entouré, soutenu, aimé, de mille autres manières. Élargir notre définition de l'amour, c'est refuser qu'une seule forme en devienne le centre. Et peut-être qu'au fond, la même chose vaut pour nos identités. On nous apprend souvent à choisir un camp, une culture, une religion. Mais qu'est-ce qui se passe quand plusieurs mondes cohabitent? On parle souvent de diversité comme d'un concept. Mais chez moi, la diversité, c'est pas une idée, c'est le quotidien. C'est le ramadan et le carême qui cohabitent. Des traditions différentes autour d'une même table. Plusieurs cultures, plusieurs religions. Des enfants qui apprennent très tôt que le monde est pluriel. La semaine prochaine, j'ai envie de te parler de ça. De ce que ça signifie vraiment de vivre entre plusieurs cultures. Parce que la diversité, c'est pas juste un mot, c'est une réalité. Et quand on la vit au quotidien, elle divise pas, elle rend riche. Merci de m'avoir écouté.